Hello, je suis Natacha, coach certifiée en mindset chez Coaching Génération. Après des années en tant que cadre manager en industrie, je suis devenue coach consultante et formatrice et j'aide les entrepreneurs à faire progresser leur posture managériale et à se créer un écosystème vertueux. Si vous êtes à la recherche de techniques modernes, d'outils et d'astuces en management, leadership et d'une bonne dose d'énergie, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, je vous partage tout pour vous inspirer, intégrer de nouvelles pratiques et insuffler une dynamique humaine et authentique dans vos équipes. Alors, installez-vous, c'est parti pour l'épisode du jour. Et bien le bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien où que vous soyez, et peu importe le moment de la journée dans lequel nous sommes. Aujourd'hui est un jour particulier puisque c'est encore une fois un épisode dédié à ce que j'appelle une prise de conscience. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'outils, de valeurs en fait, vraiment que j'ai à cœur de vous partager. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'a frappé aux yeux, c'est de dire, ok, il y a plein de jeux psychologiques qui se jouent en entreprise, des positions dominantes, domination, dominé, vous voyez, dominant, dominé, plein de jeux psychologiques, alors pas forcément des managers envers les salariés, mais parfois c'est l'inverse. Bref, à tout niveau que ce soit, entre collègues, il y a des choses qui se jouent et qui se passent. Être manager, et j'aime à dire que c'est pas parce que vous n'avez pas d'équipe directe que vous n'êtes pas en position de management. Quand vous êtes avec vos collègues, que vous devez faire avancer vos projets, dès que vous êtes en collaboration, vous êtes quelque part un petit peu manager, et c'est là que se joue cet épisode. C'est pas seulement organiser ou motiver quand on manager, en fait. C'est aussi savoir entrer parfois dans des conversations inconfortables et ne pas abîmer la relation. Et là, vous comprenez l'enjeu de cet épisode, puisqu'il ne s'agit pas seulement de manager, d'organiser, d'administrer, il s'agit surtout de veiller à maintenir la bonne relation. Aujourd'hui, je vais donc vous partager 5 conversations quelque part que j'ai qualifiées de sensibles, d'accord, en management ou en relation professionnelle. Pourquoi elles dérapent ? Ça, c'est le point que je vais aborder avec vous. Et surtout, quels outils utiliser pour mieux les gérer. Ce qui veut dire qu'à la fin de cet épisode, vous aurez un outil et une grille simple pour rester aligné à la fois avec vous-même, mais aussi ne pas abîmer la relation, et des clés concrètes en fait pour gagner en impact relationnel et toujours permettre à vos projets d'avancer sereinement. Ce qui me permet en introduction d'introduire ce fameux outil, et je vais découler l'explication à donner, l'éclairage en fait autour de cet outil à travers les 5 exemples de conversations inconfortables. Il s'agit donc de distinguer 3 postures que nous avons toutes et tous au quotidien. Pour ça, je vais vous parler, pour ceux qui sont un peu initiés, de l'AT, alias l'analyse transactionnelle, qui est un outil parallèle de la ProcessCom qui a été créé par Eric Berne, qui est un compère en fait de Taibi Keller. Ils ont travaillé ensemble dans les années 70. Et Eric Berne est l'initiateur de l'analyse transactionnelle. Donc en fait, il s'agit ici de distinguer 3 postures. Imaginez 3 cercles, les positionner les uns sur les autres. Donc à la verticale, 3 cercles. Dans le premier cercle tout en haut, vous allez indiquer un P à l'intérieur de ce cercle qui constitue la posture de parent. Ce P, cette posture de parent, ne veut pas dire que vous avez foncièrement des enfants, mais c'est simplement la posture que peut prendre un parent qui peut aller dans le côté normatif, sur les termes techniques, veiller à poser le cadre, sanctionner, rappeler les règles, etc. Et c'est cette posture qu'on a, bien évidemment, quand on est parent, mais qu'on peut prendre aussi quand on est en entreprise, quand on doit rappeler les règles d'une réunion, quand on a envie que notre mode de fonctionnement soit respecté, etc., etc. Vous l'aurez compris, vous avez toutes et tous, peu importe votre âge, cette posture de parent, à un moment donné, qui est une posture haute. Dans la posture de parent, il y a 2 salles, 2 ambiances. Il y a ce côté normatif, mais il y a le côté également un peu plus protecteur qu'on appelle le côté nourricier, le parent nourricier. C'est un petit peu le parent, au contraire, qui va venir, vous savez, rassurer, enlacer, qui va venir prendre soin de la relation et de la personne, qui va être beaucoup plus doux et sécurisant. Donc, dans cette posture de parent, qui reste une posture haute, forcément, je vais le dire après, il y a un côté infantilisant.
Donc, quand vous avez placé le P là-haut, et qu'on est toutes et tous d'accord pour dire qu'on a potentiellement ce rôle-là à jouer dans nos relations, quelles qu'elles soient, au centre, vous allez placer un A dans le cercle à l'intérieur de cette bulle-là. Et donc le A signifie adulte. L'adulte, c'est une personne, c'est une posture, c'est toutes et tous, nous avons cette capacité plus ou moins à être dans notre adulte. C'est le côté distant, froid, factuel. C'est le côté rationnel, posé et réfléchi. C'est quelque chose que l'on acquiert non pas à la naissance, mais au fur et à mesure de l'âge qui passe. C'est votre faculté à prendre de la distance émotionnelle avec tout ce qui se passe, à être purement centré sur les faits et avec cette capacité de le dire, bien évidemment. Donc un adulte, votre posture d'adulte, elle ne fait pas écho au rappel des règles du tout, puisque là, ça voudrait dire que vous êtes dans votre parent. Votre adulte, il n'est pas là non plus, à travers le factuel, pour rassurer. Il est là simplement pour énoncer les faits. Je vous donne un exemple concret. Tiens, Véronique, est-ce que tu m'as envoyé le dossier, comme je t'avais demandé, hier à 14h, j'ai pas encore regardé ma boîte mail. Ça, c'est une phrase d'adulte. Eh bien, un adulte en face répondrait « Bien évidemment, je te l'ai envoyé même à 13h45 si je ne me trompe pas, tu peux regarder dans ta boîte mail, tous les éléments sont présents. » Point. Nous sommes dans des relations d'adulte à adulte, quelque chose de non orienté sur l'émotionnel et purement dans les faits avec distance. Une réponse de parent normatif, par exemple, pourrait être à ce moment-là, et c'est quelque chose qui viendrait du coup, vous l'aurez compris, dégrader la relation, pourrait être tu me prends pour un incompétent, tu me fais pas confiance. Ok, là on n'est déjà plus dans l'adulte, on est dans la réaction. Une réponse de parent nourricier protecteur serait de dire écoute, en tout cas j'ai fait de mon mieux, pour moi je te l'ai envoyé, tu peux vérifier. Je dis parce que voilà, ça me ferait du bien de savoir que effectivement j'ai répondu au bon niveau. Surtout n'hésite pas à revenir vers moi et si jamais j'ai besoin de modifier quelque chose, tu me le dis surtout. Voilà. On est là en train de rassurer la personne, on est là en train d'essayer de prendre soin. On est plutôt dans le côté nourricier. Et puis il y a une dernière bulle en fait qui est en dessous, qui est en bas en fait. Il reste un dernier cercle dans lequel vous allez placer un E. Ça fait donc P-A-E. E à la fin, c'est pour l'enfant, c'est pour l'émotionnel, c'est pour le côté spontané, c'est le côté vraiment où sans filtre. Ça peut être aussi le côté sans filtre où je vais te balancer à la figure tout ce que je pense, le côté un peu défensif. Mais on est vraiment ici sur cette non-retenue. Donc, ce qu'il faut retenir de cette introduction, c'est que quand une conversation dérape, on parle souvent de la posture de parents critiques face à l'enfant, puisque vous l'aurez compris, l'adulte, c'est la posture professionnelle par excellence dans la neutralité. C'est un petit peu la métaphore que je pourrais vous faire par rapport à la thé, c'est un petit peu comme dans une danse, d'accord ? Quand vous êtes en train de danser, eh bien la danse relationnelle, on peut dire ici que si l'un des deux accélère, l'autre doit réagir, en tout cas il réagit. Ça me permet donc ici d'introduire une conversation inconfortable que j'ai répertoriée parmi les personnes que j'accompagne. La première, et vraiment c'est le top one, c'est le fait de recadrer un collaborateur. Alors pourquoi c'est difficile ? Souvent parce qu'on a peur du conflit, on a peur de blesser, ou au contraire, on a cette tendance à être trop direct et on sait qu'on va être en mode bulldozer. Vous l'aurez compris, le risque en analyse transactionnelle, c'est qu'ici, le manager se positionne en parent critique, par exemple. Si je recadre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas acceptable. Sauf qu'en analyse transactionnelle, le parent est forcément, quand on prend cette posture-là, dans tous les cas, le parent appelle l'enfant. C'est-à-dire qu'on n'est plus, quand vous positionnez PAE pour vous-même, PAE pour l'autre personne, eh bien l'adulte à adulte, on est sur un parallèle, j'envoie à l'autre adulte une phrase, il me répond avec le même adulte, vous voyez que les lignes positionnées sont parallèles. Quand je prends ma posture de parent, je déséquilibre la relation, je pars du haut et je descends vers l'enfant en face, la bulle d'en face, donc j'infantilise. Ce n'est pas acceptable, un collaborateur, dans ce cas-là, pourrait répondre en mode défensif, en disant « c'est pas ma faute,
Voilà. Et donc dans ce cas-là, on n'est pas dans une posture, vous l'aurez compris, professionnelle, on est plutôt dans une posture de défense. Recadrer, quelque part, si on prend les lignes parallèles, hein, c'est remettre quelqu'un sur les rails, d'accord, pour ne pas le faire dérailler, en fait. Alors que quand je prends cette posture haute, eh bien forcément, je fais moi-même déjà dérailler la relation. Un exemple, non mais de toute façon, tu fais toujours des erreurs. La correction à donner, eh bien sur ce dossier, il y a eu, 3 erreurs. Voyons ensemble comment éviter ça. Là, on est dans une posture d'adulte à adulte. Deuxième cas de situation inconfortable avec un éclairage autour de l'AT, ce serait par exemple quand il s'agit de donner de communiquer sur un feedback, je vais le dire comme ça même si j'aime pas ça, négatif. Pour moi, il n'y a pas de feedback négatif. En tout cas, il ne devrait pas y en avoir en management. On devrait pouvoir parler de feedback constructif. Mais dans les faits, on ne va pas se mentir, et dans la manière dont c'est dit, alors que je pense être constructif, je ne le suis pas. Et puis surtout dans la manière dont l'autre reçoit, c'est toujours pas constructif. Donc actuellement, on est encore dans un cas de négativité. Ce point-là, alors pourquoi c'est difficile ? Parce que quand on doit donner un feedback négatif, quand on doit donner. Vous m'avez compris. Hein. Ici, on a peur de démotiver. On a peur de couper l'herbe sous le pied de la motivation de notre collaborateur. Ça crée également de la confusion entre critique et feedback, quelque part. Un feedback mal donné, c'est littéralement une critique qui attaque la personne, pas le comportement. Donc la personne se sent littéralement attaquée. Alors qu'un feedback digne de ce nom, c'est quelque part un miroir, pas un marteau. Vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, le cas typique, tu sais pas t'organiser. Ça, c'est une posture de parent. Il n'y a rien de constructif là-dedans. Je pourrais même parler de situations de communication non violente. Hein, là. Traduction, autre manière de dire pour ramener l'adulte au centre, j'ai observé, et là, il faut reprendre les faits, que les délais n'ont pas été tenus, j'aimerais comprendre ce qu'il se passe. Toujours rester factuel, observable, avec des comportements observables et surtout avec un regard tourné vers l'ouverture au dialogue, c'est-à-dire de comprendre, l'objectif c'est vraiment ça, de passer peut-être 80 à 90% du temps à comprendre et non pas à trouver une solution ou à corriger un sujet. Vous n'allez pas développer l'autonomie de vos collaborateurs si vous passez votre temps à donner votre opinion. Voilà, ça c'est dit. Troisième situation qui pourrait être inconfortable, c'est la façon de gérer un conflit, cette fois-ci, entre 2 collaborateurs. Voyez ? Alors pourquoi c'est difficile souvent ? Eh bien parce que les émotions sont fortes, déjà. Parce qu'on n'est pas forcément à l'aise avec ça, parce que ça ne nous appartient pas, parce que quelque part, il y a une prise de parti qui est inconsciente quand on doit régler. C'est un petit peu comme entre 2 enfants, entre le frère et la sœur. Le risque en analyse transactionnelle, c'est que le manager devienne ce parent normatif arbitre. C'est-à-dire que dans la posture d'enfant, on a 2 personnes qui se pouillent la tête quelque part et on attend que le manager vienne arbitrer, trancher. On est vraiment dans une relation déséquilibrée parent-enfant, vous l'aurez compris. On est toujours en mode attaque-défense, quelque part. Donc, quelque part ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'êtes pas un juge, d'accord, dans un tribunal. Le manager doit être facilitateur de dialogue. Un exemple, ce serait de faire parler chacun, d'être en mode médiateur et de ramener au factuel, c'est-à-dire de leur demander ensemble de trouver une solution. Alors, vous le savez dans cette chaîne, le côté émotionnel, c'est vraiment ce à quoi j'aspire et ce que je traite au quotidien. Donc même quand on fait ça, je suis d'accord avec vous, on va pas trouver forcément une solution au problème, mais dans tous les cas, purement dans la posture, faire remonter tout le monde en adulte, ça doit être votre stratégie et votre ambition. Le point suivant qui va concerner le fait de dire non, c'est-à-dire de vraiment refuser, de poser la limite d'une décision, décision qui potentiellement d'ailleurs est pas très populaire et que vous devez faire respecter. Alors pourquoi c'est compliqué dans la plupart des cas ? Eh bien parce qu'on a peur de décevoir. On a peur de faire face justement à des résistances, à des rébellions. Et puis surtout, on a peur
en tant que décision impopulaire, de ne plus être respecté, de ne plus être, je vais le dire comme ça, aimé dans notre posture, et on a peur de perdre la relation de par cette décision. Le risque, c'est évident, c'est de dire oui du coup à tout, mais dire oui, ça crée souvent une surcharge, de la frustration, d'abord pour vous, et ensuite et surtout pour les collaborateurs. Mais ça, c'est quelque chose, de par le fait qu'ils n'ont pas compris l'intérêt de la décision, eh bien ça, ils le comprendront après, que ça va générer plus de problèmes qu'autre chose. Ce qui veut dire que dire non, ici, c'est exactement le même principe que de poser un cadre. Comme les berges d'une rivière, vous voyez, sans cadre, eh bien, il y a une sorte de débordement, d'accord ? Alors qu'avec qu'un cadre, eh bien, ça coule dans le même sens, en fait, quelque part. Si vous dites, par rapport à une résistance, quelqu'un vous dit « oui, mais, il y a un truc que… » Ok. Si vous répondez « ok, t'as raison, ouais, je vais voir », alors qu'en fait, fondamentalement, vous savez que non, vous n'allez pas voir, la décision a été prise. C'est juste que vous êtes en train de reculer pour mieux sauter. La réponse qui serait plus adulte à avoir aujourd'hui serait « cette question n'est pas prioritaire pour aujourd'hui et je vais te dire pourquoi. » Okay. Un non clair impose le respect, donne des repères pragmatiques sur lesquels vous ne pouvez pas en fait négocier. Ça pose en fait le non négociable. Alors qu'un oui flou génère énormément de tension, vous ne vous rendez même pas compte à quel point les personnes sentent ça. Et pour le dernier point, qui pose un petit peu de l'inconfort autour des situations inconfortables à vivre, eh bien ce serait non pas de dire non, mais d'annoncer une situation, une décision difficile. Une sanction, un avertissement, vous voyez, une sensibilisation, mener ces entretiens-là. J'en parle dans plusieurs de mes podcasts. Comment, justement, annoncer ces décisions difficiles, des notions de rupture, de licenciement. C'est vraiment pas simple et ça je le vois tellement dans les TPE, PME, c'est-à-dire qu'on a passé des années ensemble, se séparer d'une personne, c'est vraiment très compliqué. Souvent, il y a une forte charge émotionnelle des deux côtés, vraiment. L'enjeu humain et pour le business est tellement important, notamment dans les TPE, PME, puisqu'il y a un attachement fort aux petites équipes, à l'humain. Et donc, il n'est pas rare, en fait, d'observer des baisses de régime après le départ d'un collaborateur, vous voyez. Et donc, le manager ou le dirigeant est assez sensible à ça, et donc vraiment sur le qui-vive. Donc, parfois, j'accompagne des personnes qui, parce qu'ils ont tellement peur de se séparer de quelqu'un, ne le font pas, et continuent de subir pendant des semaines, des mois, voire des années, mesdames et messieurs, vraiment, des collaborateurs avec lesquels ça ne le fait pas, ça ne va pas le faire, ça ne l'a jamais fait, et finalement, on garde ces personnes dans ces équipes. Alors bien évidemment, avec pas mal de douleurs, de souffrances, c'est-à-dire que on n'est pas bien des deux côtés, plus ou moins. Alors selon les périodes, c'est cyclique, du coup, dès que ça va mieux, on se dit que ça va aller, et puis dès que ça va pas bien, on se dit, moi ça recommence. Mais ça recommence depuis... c'est des schémas répétitifs. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, et ici, le risque en analyse transactionnelle, c'est qu'on devienne justement plutôt froid et distant. Plutôt froid et distant, plutôt neutre. Donc, dans cette posture de parent qui ne va plus du tout jouer sur l'émotionnel et l'affect, mais qui va être dans la norme, dans les faits, voire cette posture, d'adulte factuel, mais n'oubliez pas que l'adulte pris trop intensément, a son revers de manche aussi, c'est-à-dire que quelqu'un qui est tout le temps dans la distance ne crée pas de lien chaleureux humain. Et l'être humain a besoin de se sentir sécurisé, a besoin de se sentir reconnu, a besoin de cette connexion, plus ou moins, certes, mais a besoin de ça. Donc si je suis trop en distance, le collaborateur peut se sentir blessé. Soit, alors souvent, il se blesse en fait d'ailleurs que dans l'enfant. L'enfant blessé va s'adapter, va se soumettre. Et donc ne va plus sentir qu'il y a quoi que ce soit qui se passe avec son N+1, et donc va se lasser. Ici, c'est un petit peu la métaphore que je pourrais faire, c'est
c'est comme enlever un pansement. C'est bien d'être clair, c'est bien d'être direct, mais c'est surtout de le faire avec humanité. Quand j'enlève un pansement, ça pique, ça fait mal. Et si j'accompagne pas ça, eh bien, je reste que dans la douleur, d'accord ? Voilà, et on a besoin de rassurer de ce côté-là. Donc, ok, être factuel, mais surtout reconnaître l'impact émotionnel, et puis surtout, laisser un espace d'expression. L'adulte pose les choses en clarté, mais le parent nourricier, quelque part, fait preuve d'empathie. Ici, la clé globale de la posture, c'est-à-dire la juste posture qu'il faut savoir prendre dans toutes ces conversations, vous l'aurez compris, ce qui est à éviter, c'est d'être dans le parent critique, d'être aussi dans l'enfant défensif. Et donc, ce qu'il faut viser, c'est la posture d'adulte avec clarté, dans les faits, avec la responsabilité que chacun a à prendre dans la relation, bien évidemment, co-responsabilité 50-50, toujours, mais avec cette notion de dosage, de parents nourriciers, sans aller trop vers l'excès, puisqu'on tomberait dans le côté sauveur, mais simplement dans l'écoute, le respect, l'attention et l'empathie. Ce sont les clés de l'intelligence émotionnelle et vous savez que je suis absolument friande de ça et c'est pour moi la clé de la compétence managériale d'aujourd'hui et de demain. Donc si vous deviez retenir 3 choses, c'est 1, que la conversation difficile, c'est avant tout une question de posture. 2, que l'analyse transactionnelle permet de comprendre les réactions et de réajuster. Et 3, votre objectif n'est donc pas d'éviter le conflit, mais surtout de le rendre constructif. D'ailleurs, pour ça, il y a une citation de Peter Drucker que j'aime bien, qui dit que ce qui est le plus important dans la communication, c'est d'entendre ce qui n'est pas dit. Ce qui est le plus important dans la communication, c'est d'entendre ce qui n'est pas dit. Et là, ça devient intéressant puisque c'est le rôle de tout à chacun que d'aller vraiment soulever les non-dits ou les impressions, les sentiments. Voilà, j'ai le sentiment que... Donc la question que je pourrais vous poser aujourd'hui, c'est dans votre prochaine discussion, à quel niveau d'écoute active êtes-vous ? Est-ce que vous savez repérer ces jeux psychologiques qui viennent déséquilibrer la relation ? Et surtout, quelle pourrait être la question clé, la question pour vous, dites-le moi en commentaire, que vous aimez utiliser, qui peut être votre réflexe à vous, pour remettre l'adulte au centre. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser un avis au commentaire, de s'il vous plaît noter ce podcast à 5 étoiles pour qu'il puisse être mis en avant. Ça aide grandement à le faire connaître, à le développer et surtout ça m'encourage à poursuivre ces conseils et je sais que vous êtes nombreux à m'écouter. Je vous remercie pour ça, pour votre fidélité encore une fois. Mais j'ai encore plus besoin de vous pour pouvoir véhiculer ces messages que j'aspire à porter au niveau du monde francophone, en fait, quelque part. Voilà, un jour peut-être j'aurai de l'anglais, mais là on n'y est pas encore, bien sûr, dans ces ambitions. Et si vous souhaitez bien évidemment en savoir plus sur comment mettre les choses en œuvre pour vous dans votre entreprise, n'hésitez pas à me contacter. D'ici là, je vous souhaite une belle journée ou soirée, où que vous soyez. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Bye bye tout le monde.